On va parler du stress et fertilité. On va répondre à, en fait, 3 questions concrètes. Est-ce Mmh. que, le stress, ça empêche vraiment de tomber enceinte? Pourquoi le fameux «détendez-vous, ça viendra» fait autant de mal? Et qu'est-ce que la science y dit vraiment? Mmh. Et concrètement, par où commencer, en fait, ce soir pour s'en culpabiliser? On y va? Yes. Je vais peut-être, commencer par faire une petite intro, assez parlante, je pense, pour pas mal de gens. Tu sais, quand on m'a dit pour la première fois, qu'on aurait peut-être du mal à avoir un enfant, je crois que c'est exactement ce jour-là que le stress est rentré dans ma vie et qu'il en est plus jamais vraiment ressorti, tu vois? Parce OK. que personne ne vous dit au moment où vous apprenez qu'il y a une difficulté et que le stress ne va pas venir, juste par épisode. En fait, ça s'installe comme un décor. Tu vois, il est là, omniprésent. Il est là au Mmh. réveil avec toute la première pensée pour le cycle en cours. Il est là dans la salle d'attente, si tu as un parcours PMA, tu vois? Dans les dosages, dans les comptes à rebours, entre les 2 rendez-vous. Il est là le soir, quand tu Mmh. regardes le plafond et que tu repasses en boucle, chacune de décisions et cetera. Et du jour où on apprend qu'il y a un obstacle jusqu'à, on ne sait pas en fait quand est-ce que ça s'arrête. En fait, Ouais, le parcours en lui-même, c'est une épreuve stressante. Et je oui. pense que les gens qui nous écoutent en ce moment, on n'a pas besoin de leur expliquer ce que c'est, ils le vivent au quotidien. Et quand on y rentre dans ce parcours, on apprend vite à sourire, tu Mmh. vois, à faire, une bonne mine, faire peut-être, après chacun gère à sa manière, tu vois? Moi, par exemple, j'avais du mal à montrer que, que je stressais alors que je stressais. Il y en a qui l'expriment plus facilement, mais tu vois, à un moment tu en as tellement trop plein, tu as envie de le partager, tu as envie de l'exprimer et justement au moment où tu l'exprimes, à tous les coups, mais à tous les coups, il y a quelqu'un, peut-être quelqu'un de ton entourage et forcément et très souvent une personne très gentille, très bienveillante, quelqu'un qui vous aime, qui répond: «Détends-toi, ça viendra», tu vois? Et c'est le plus troublant, je trouve, dans cette situation, c'est qu'on ne vous dit pas ça au hasard. On vous le dit précisément parce que vous venez de montrer votre stress. C'est une réponse à votre vulnérabilité et c'est peut-être exactement pour ça, qu'elle fait mal aussi, tu vois? Bien sûr. C'est c'est de cette phrase que j'aimerais bien qu'on parle aujourd'hui et toi, Marion, qui est sophrologue et spécialiste dans la gestion du stress, Mmh. alors je te pose tout de suite la question la plus directe: «Détends-toi et ça viendra». Qu'est-ce que tu réponds à cette phrase? Alors, détends-toi et ça viendra. Effectivement, c'est une phrase qu'on entend, souvent dans les récits, en fait, de parcours de personnes qui essayent, d'avoir un enfant. Ce qui est difficile dans cette phrase, c'est qu'elle amène une double injonction. C'est-à-dire que déjà, en général, on est préoccupé par, la difficulté ou les difficultés qu'on peut rencontrer dans le parcours et on rajoute une injonction par-dessus ça. C'est: «Ah bah, ça marche pas, mais tu devrais te détendre». Ça sous-entend aussi que ça ne marche pas parce que tu ne t'es pas détendu. Or, ce sont 2 choses, différentes. On ajoute un lien de causalité. Donc la première chose déjà, c'est premièrement, le fait que souvent c'est dit avec beaucoup de bienveillance, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions et que même si, c'est dit gentiment, ça peut blesser parce que comme tu le disais très bien, ça agit sur la vulnérabilité. La première chose, c'est de se dire: «OK, la personne parle d'elle ou parle de son point de vue, ce qui n'est pas le mien, et le détends-toi, en fait, ce serait la bonne phrase à dire, ce serait plutôt: «Viens, je te prends par la main, je vais t'apprendre à te détendre. Je vais t'apprendre à avoir des techniques peut-être pour apprivoiser aussi ce stress que tu ressens en toi». Voilà. Sans qu'il y ait forcément de lien de causalité. Ça ne veut pas dire que si tu te détends complètement, ton parcours va fonctionner. Mais c'est Mmh. simplement pour que tu te sentes mieux et remettre le bien-être au cœur aussi de ce que tu es en train de traverser, sans qu'il y ait forcément de résultats et d'attentes derrière. Ouais, donc en fait, même si ça vient de quelqu'un qui te veut du bien, tu vois? Qui te souhaite, la réussite justement dans ton parcours et cette phrase, elle est dite avec une gentillesse, Mmh. elle fait quand même beaucoup de dégâts. Oui, complètement. Bien sûr.
Encore une fois, parce qu'elle te replonge dans une obligation et dans une injonction et elle met le lien de causalité entre le fait que tu sois Mmh. détendue et que tu réussisses à tomber enceinte si tu es une femme, Mmh. et donc qui, en plus, est l'objet de toutes tes réflexions à ce moment-là. Donc oui, bien sûr. Par contre, Donc l'idée intéressante de retenir de ça, c'est effectivement de se dire comment moi, je vais vers ce chemin pour me sentir mieux, pour être en bien-être, dans le mmh. bien-être. Donc du coup, en fait, tu en tant que personne en parcours qui est stressée tout le temps, parce que le parcours est stressant, bah, tu rentres dans une spirale Mmh. où je stresse, donc je culpabilise de stresser Voilà. et donc je stresse encore plus. C'est un vrai phénomène, Exactement. non? Tu Donc nourris en fait un cercle vicieux qui est, une nouvelle injonction: «Il faut que je me détende», alors que tu es transporté par une vague, des vagues, je dirais même au pluriel, de stress. donc du coup, en fait, qui c'est la question qu'on se pose là en ce moment. OK, on est dans une spirale, comment la casser, cette spirale? Comment on casse la spirale? Alors déjà, en dissociant. En dissociant la détente et le bien-être et forcément l'effet de réussite sur le parcours qu'on est en train de vivre pour, espérer, tomber enceinte, devenir parent. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que déjà, je me fais du bien à moi-même, c'est-à-dire je travaille sur ma santé mentale, sur mon niveau de stress, indépendamment du projet bébé. C'est un truc qui peut choquer, mais c'est une réalité qui est importante parce que l'objectif, c'est de se retrouver bien soi avec soi, déjà pour commencer. Première chose. C'est-à-dire, je ne fais pas cette méditation, cet exercice de respiration dans le but forcément de réussir à quelque chose. Non, je Mmh. le fais pour moi, pour me sentir bien. Ça, c'est une Bah, première chose. effectivement, c'est très souvent qu'en fait, on le fait parce qu'il faut réussir un truc, donc on fait, parce qu'on pense qu'il faut le faire. C'est ce que je veux dire? Exactement. Ouais. Et là, de nouveau, on est dans l'injonction, dans la charge mentale. On n'est pas dans le corps en tant que tel, on est plus dans la réflexion, la mentalisation de ce qui est bon de faire ou pas bon de faire. Et du fait de cocher les cases aussi. Mmh. Sur la longue to-do list des trucs qu'il y a à faire, qu'on nous dit qui sont importants de faire si on veut réussir à avoir, du coup, la possibilité d'être enceinte. Concrètement, pour, sortir de cette spirale-là, c'est déjà reprendre la base et ne plus faire pour quelque chose, hormis simplement pour se sentir bien, prendre soin de soi et pour être bien soi avec soi, indépendamment de la PMA ou du projet naturel, de grossesse. D'accord. Donc en fait, encore une fois, c'est abstrait et facile à dire. J'ai Ouais. envie de dire, «OK, comment on se détend, quoi?» Comment on Oui, oui, casse. bien sûr. Alors, la première des choses à faire, c'est déjà d'identifier comment le stress se manifeste chez soi. On est tous, toutes différents et différentes et il y a des facteurs de stress qui se connaissent, mais il y a des manifestations du stress qui sont différentes pour chacune des personnes. Donc déjà, la première chose, c'est de l'identifier. Voilà. Mmh. Comment le stress se manifeste chez moi, OK? Donc premièrement, on détecte. Premièrement, on détecte. Donc, en fait, l'idée, c'est de voir un petit peu comment le stress se manifeste chez toi. Ensuite, le deuxième facteur, c'est de voir depuis quand. Ça, c'est hyper important, là. Tu avais mentionné dans ton témoignage le jour où on m'a dit, voilà, d'essayer de déterminer à partir de quand on est sous stress, en fait. Ça, c'est important. Ensuite, de voir un petit peu comment on peut contrer les effets de son stress. Non pas, alors, dans une logique où on va se battre contre son stress, parce que plus on est en lutte, moins ça fonctionne. Donc, c'est déjà d'accueillir ce qui se passe en nous. Mais une fois qu'on accueille ce qui se passe en nous, on a envie de le changer. On est d'accord. Moi, j'ai plus envie que ça me prenne autant la tête. Ça, je l'entends souvent. J'ai plus envie que ça me réveille la nuit. J'ai plus envie que ce soit omniprésent dans ma vie. Et donc là, on met en place, il y a des outils donc concrets pour à mettre en place, pardon, pour effectivement atténuer cette présence systématique, par exemple, des pensées, des anticipations, des scénarios catastrophes qu'on est en train de s'inventer parfois, qui font que on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à débrancher le mental, on n'arrive pas, je ne sais pas, moi-même parfois à se nourrir, enfin, plein de conséquences du stress qu'il peut y avoir dans des parcours compliqués pour accéder à la maternité. Voilà. Mmh. Est-ce que tu veux que je cite des exemples ou tu veux? Ce serait pas mal, ce serait plus parlant, ouais. Ouais, super. Donc,
Dans les leviers du stress, on va identifier un des leviers importants, c'est le sommeil. Le sommeil, la qualité de récupération. En gros, on est en train de faire un marathon, donc forcément, pour tenir le marathon, il faut qu'il y ait des moments où on puisse se reposer. Sauf que évidemment, c'est pas forcément évident de dire bon bah là ça y est, je me couche, tac, c'est bon, je me mets dans mon lit et tout de suite je me dis faut que je pense à autre chose, faut que je pense à autre chose, faut que je pense à autre chose. On a tous, je pense, rencontré cette situation-là. Et c'est l'info importante, c'est que c'est pas automatique non plus. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est des outils, mais qu'il faut, comme tout, en fait, répéter comme une routine, refaire ces exercices-là pour avoir un effet sur le long terme. Chez certaines personnes, ça va tout de suite fonctionner. Chez d'autres, ce sera un peu plus long, mais c'est OK. En fait, votre cerveau, il a tellement été sous pression pendant un bon moment que toute votre charge mentale, elle est accaparée par ça. Votre mental, il est saturé par cette pression, on va dire, que vous vous mettez et ces pensées. Donc, du coup, pour le déprogrammer, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps. OK ? Déprogrammation, c'est déjà se dire qu'il y a des espaces où, justement, je suis en dehors du marathon. J'aime bien l'appeler comme ça, du parcours marathon, voilà. Et donc, ces espaces-là, je me les construis moi-même. Ça peut être typiquement dans votre chambre, ça peut être un objet, ça peut être une activité, ça peut être la lecture. Alors, de préférence, on va dire éviter tout ce qui est écran, ordinateur, téléphone portable et tout ça. C'est sûr que c'est plutôt à éviter. Mais ça peut être, moi je vais vous donner un exemple. Je me suis mis à colorier, je me suis mis à faire des bijoux. Je faisais des colliers de perles, une activité manuelle. Non, mais c'est vrai, une activité manuelle où vous êtes vraiment focus sur ce que vous faites et simplement sur ce que vous faites. Et ça enlève en fait ce poids où vous avez l'impression que vous êtes tout le temps dedans. C'est un truc qui revient vachement de ça dans les parcours, c'est j'ai l'impression que je n'ai jamais une minute de répit. Alors qu'en fait, si vous avez la possibilité d'avoir du répit, c'est juste qu'en fait, quand vous l'avez, ce répit, vous y pensez quand même. C'est un peu l'histoire de la déconnexion pour le travail. C'est un peu ça. Donc, lieu où, voilà, on sait qu'on est sur un peu notre safe place, où c'est un lieu cocon où on fait autre chose. Espace créatif aussi, où on peut faire quelque chose de ses mains, ce qui va nous donner un peu l'opportunité de focaliser sur autre chose. La lecture aussi, ça peut. Travailler sur tout ce qui va être imaginaire. Et après, revenir aussi dans son corps. C'est-à-dire que vous êtes en général dans des parcours qui sont quand même très éprouvants pour le corps. Et donc, il faut travailler sur votre réserve, votre ressource bien-être. Moi, c'est ce que j'appelle ça. C'est comme quand on vient de vacances et qu'on a ancré plein de souvenirs géniaux et qu'on se dit, ah bah là, c'est bon, je peux tirer encore pendant 6 mois sans problème. Et dans 6 mois, je sais que je pars en vacances, mais je suis tranquille pendant 6 mois, quoi. Parce On qu'il y a a eu... très envie, de quitter le taf quand on rentre normalement. Voilà, ouais, exactement. Mais il y a aussi ce truc justement, de se dire, OK, là, j'ai vécu un truc génial, j'ai vécu des expériences super, je vais capitaliser dessus pour tenir jusqu'aux prochaines vacances. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Vous allez travailler un peu sur ce qui va constituer en fait vos ressources bien-être, mais ressources bien-être au sens intérieur, dans le corps. Et c'est ce qui va vous permettre justement de moins être sujet au stress. Du coup, si je comprends bien, il faut se créer des moments de plaisir aussi. Exactement. C'est exactement ça. Les moments de plaisir, ils sont... moi, j'ai accompagné des couples qui me racontaient des anecdotes ou qui me disaient à chaque fois qu'il y avait un truc qui foirait dans leur parcours, ils se faisaient un super bon resto. L'inverse C'est pas mal. de ce qu'on fait d'habitude, normalement, en temps normal, on vient célébrer une fois qu'un truc a réussi. Eux, ils étaient dans ce truc de il faut se soutenir dans les difficultés et dans les épreuves. Et du coup, on s'offre une belle fringue, on fait un bon resto, on va aller retrouver du plaisir. Et surtout, envoyer un message aussi au cerveau qui est que je me décale de ce que je suis en train de vivre aussi dans le moment présent, même si ça prend beaucoup de place, même si c'est se décaler que pour quelques minutes, quelques semaines, quelques heures plutôt, au moins ça va vous permettre de vraiment de pouvoir ensuite capitaliser là-dessus pour avoir la force de continuer. Mais c'est important de traiter, comme on traite en fait le corps sur la partie médicale, on traite aussi le mental, l'esprit, c'est hyper important. D'ailleurs, tu Ouais, as vas-y. dit un truc important, si je comprends bien, le stress, c'est une conséquence de la chimie qui se passe.
C'est Mmh. ça, hein? Bien sûr, C'est ça. En fait, il y a quelque chose qui déclenche. c'est ça. Il y Tu a un finis, déclencheur. ça va ensuite dans le cerveau et le Mmh. cerveau, il te dit de réagir et tu as Exactement, des réactions différentes. Donc en fait, exactement. il y a un déclencheur, il y a un Déclencheur, process signal, ouais, exactement. Normalement, le et stress réponse. est là pour te dire: «Danger». Donc tu as peur. Donc tu as peur et il faut que tu agisses. Donc voilà pourquoi le stress est en général synonyme de sommeil difficile, compliqué, voire parfois même, d'insomnie dans certains cas. C'est parce qu'en fait, tu es en état de vigilance tout le temps. Il y a Mmh. aucun moment où tu reposes, puisque ton cerveau t'a dit qu'il fallait que tu sois au taquet pour pouvoir réagir en cas d'agression et de danger. Tu peux pas te poser si tu es tout le temps dans cet état-là. Donc Mmh. faire baisser son état de stress, ça permet tout simplement de réguler l'ensemble, de tes fonctions, vitales et puis, psychologiques aussi. C'est Mmh. travailler sur ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre. OK. Question quand même, qui revient puisqu'on parle de la chimie, biologie et cetera, donc du coup, ce serait bien quand même de savoir quels sont les effets directs sur la fertilité. Mmh. Je parle de la science. Qu'est-ce que la science, elle dit exactement? Pourquoi le stress est néfaste pour la fertilité? Je sais pas si on peut répondre à cette question, mais Ah, en fait, on peut répondre, en fait, en disant que déjà, au niveau des études, il y a pas de corrélation directe et obligatoire entre quelqu'un de stressé et quelqu'un qui va pas avoir d'enfant. Enfin, tu vois, je faut poser le truc comme ça, tu vois? Déjà de dire que c'est pas direct, cause-conséquence. d'accord. Par contre, on observe notamment dans les FIV, les parcours PMA. Et après, en parcours, naturel, effectivement, il y a un impact du niveau de stress, visiblement, qui a été donc, en tout cas, vu dans les études, ou que le marqueur stress, il avait pour conséquence comme conséquence, pardon, que les femmes, tombaient enceintes plus tardivement. C'est environ, 29 de fécondité en moins, donc c'est quand même un impact important. Donc c'est pas une causalité, c'est l'observation. C'est l'observation. Ouais, d'accord. Ouais. OK. Sur un nombre de couples donné, donc en gros sur, la cohorte de 500 couples, tu as les femmes qui ont des marqueurs de stress élevés, elles mettaient plus de temps à concevoir et tu avais, 29 de fécondité en moins et un risque plus supérieur d'infertilité, donc impact sur la partie fécondation naturelle, on va dire. D'accord. Qui a été remarqué. Après Et sur, PMA et FIV, ça reste un petit peu plus à nuancer. C'est un facteur, mais ça reste à nuancer. d'accord. Donc en fait, on a observé que, mais on n'a pas Ouais. trouvé est-ce que c'était vraiment un bloqueur, biologique, de quelque chose? Non, 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 non. Que les études montrent que le stress avant ou après, ou pendant même, les traitements n'a pas d'impact direct. En tout cas pour les parcours de FIV. Ça, c'est ce qui a été OK. montré. Il n'y a pas de causalité directe. Après pour la partie, fécondation naturelle, visiblement sur cette étude que j'évoquais, sur les fameux 500 couples, encore une fois, on observe que, quand les marqueurs de stress sont hauts, il y a, plus, un temps de conception qui est plus long et 29 de fécondité en moins. Donc, c'est pas la cause, la faute principale, que si vous n'arrivez pas à vous relaxer, ça va forcément pas marcher. Ça, c'est des idées reçues. Par contre, le fait, de travailler sur son niveau de stress pour permettre d'être dans une meilleure santé mentale, une meilleure disposition mentale, oui, ça va vous permettre déjà de mieux vivre le parcours. On n'en parle pas assez parce qu'on parle tout le temps de l'objectif. C'est toujours pareil. C'est normal. On parle de la finalité, mais rien que le fait de vivre tout le chemin avant, effectivement, si on travaille sur la gestion de son stress, ça va permettre de le mieux vivre. Si quelqu'un qui t'écoute là, qui est Oui. épuisé, par quoi tu lui dis de commencer ce soir? Une seule chose, simple à mettre en place. Toute simple, la personne que je sens très, très fatiguée, je vais l'inviter à s'asseoir sur son lit, à poser une main sur le bas-ventre, une main derrière le dos au niveau du sacrum et de simplement respirer, inspirer profondément, expirer, écouter sa respiration et essayer de descendre au maximum sa respiration au niveau du bas-ventre. Donc il imagine qu'il y a un petit ballon qui se gonfle sur l'inspire, qui se dégonfle sur l'inspire, rien que ça. Et les mouvements de son ventre et simplement focaliser sur ses mains et les mouvements de son ventre.
Il y a aussi un autre truc que moi je dis en tant que sophrologue et hypnothérapeute, il faut accepter quand on est très fatigué et quand on commence ces fameux exercices de respiration, de relaxation, c'est pas baguette magique tout de suite hyper efficace, agréable. Ça peut. Moi, quand j'ai commencé et que j'allais pas bien du tout, vraiment, je me posais des grosses questions. Je disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'est quoi ce truc? Ça sert à rien. Ça a pris du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut prendre un peu de temps avant que vous voyez les effets. Néanmoins, les effets, ils arrivent toujours parce que ce qui vous fait du bien ne peut vous faire que du bien. De toute façon, dans tous les cas, à un moment donné, il va y avoir des effets positifs. De toute façon. Et vous allez voir que petit à petit, ça va aussi avoir des effets sur tout le reste de votre vie, pas que sur le sujet de la conception ou de la PMA. Et ça, c'est important aussi. À quel effet on doit s'attendre quand on fait cet exercice? Ouais, très bonne chose. Alors, quand on fait cet exercice de concentration respiratoire, vous avez la détente dans le corps, c'est-à-dire l'impression que tout le corps devient un petit peu plus lourd. Voilà, on rentre dans cette espèce d'état modifié de conscience entre veille et sommeil. Ça, c'est déjà la première chose, la détente. La deuxième chose, c'est qu'on va baisser les pensées parasites, anticipation mentale, tout ça. Tout le brouillard mental va se baisser parce que vous êtes concentré sur ce qui se passe au niveau du bas-ventre, ok, et au niveau de la zone du sacrum, donc bas-ventre et bas du dos. Le fait de se concentrer sur autre chose dans son corps, ça va atténuer justement la fatigue mentale. Ça, c'est aussi la deuxième chose. Troisième chose, en général, qui va avec, c'est qu'il peut y avoir un moment où on se met à bâiller et on ressent des effets de la fatigue. Donc, c'est un exercice qui, moi, m'intéresse parce qu'en tant que sophrologue, il va permettre de faciliter l'endormissement. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que je me rappelle là forcément dans le parcours PMA, mais quoique, dans le parcours PMA, effectivement, quand j'ai appris que je suis tombée enceinte, j'ai tout de suite ressenti, j'ai envie de dormir tout le temps. C'est pas parce que j'étais dans un premier trimestre, tu vois, de grossesse qui fatigue beaucoup. Et en fait, c'est juste que tout le temps, j'étais en alerte totale. Ouais, en alerte, Je bien dormais sûr. mal, j'étais stressée, j'avais du mal à me concentrer, tu vois. C'était très prenant quand même. Ton esprit était tout de suite alerté tout le temps. Et dès que j'ai appris, mais le jour même, je pense que je dormais 12 heures. T'as lâché, t'as J'ai tout j'ai lâché. tellement lâché, je me suis sentie fatiguée, j'ai ressenti tout ce que j'avais comme bobo dans mon corps, tu vois? Ouais. Je me rendais pas compte que, par exemple, je me suis blessée à vif, un doigt, Ah ouais, tellement j'étais paralysée, si tu veux. ouais, C'est fou. bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je rebondis sur l'état de vigilance. Il y a 2 choses à retenir. La première chose, c'est que il n'y a pas d'objectif à atteindre, d'objectif comment dirais-je, de résultat, de faire 1 heure de yoga tous les matins, d'être le plus zen possible. Non, il faut sortir de la logique d'objectif. Il faut accepter, en fait, il y a une part d'ego aussi à lâcher. Il faut accepter que ça, vous le faites sans attendre de résultats. C'est un moment pour vous accueillir ce qui se passe en vous, sans qu'il y ait besoin d'avoir des résultats. Les résultats, ils vont venir. Le bien-être, il va arriver. C'est obligé. Voilà. Il y a pas de raison. Vous Faut fassiez partie. travailler, faut travailler Pardon? pour. Il Voilà, faut travailler mais même pour. au-delà de travailler, c'est que c'est comme sa routine, c'est vous trouvez les trucs qui fonctionnent, les trucs qui fonctionnent pas et au bout d'un moment, il y a forcément un des exercices de respiration, un des exercices de visualisation, une musique qui va vous permettre de vous laisser aller mais ce sera votre truc à vous. Bah ouais, voilà. Et de pas le faire dans l'objectif. Et à partir du moment où vous lâchez l'objectif, déjà, c'est énorme parce que ça vous permet vraiment de vous reconcentrer sur ce que vous vivez. Il va y avoir des choses qui vont ressortir peut-être, encore une fois, qui n'ont rien à voir avec le parcours que vous vivez en ce moment. Parce que vous êtes tellement imbriqué dedans que là, il n'y a plus rien, en fait, à côté. C'est vraiment focus. C'est normal. Hein. Quand je dis ça, il n'y a rien de culpabilisant. Je suis dedans, donc je connais. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut ouvrir un petit peu et se dire, OK, même si je suis toujours motivée à 100%, j'ai mon désir, j'ai mon envie, mon corps, il a aussi besoin de moments d'échappatoire, d'espace, de créer de l'espace où je respire, je vis par autre chose que par ça et voilà. Et je me fais du bien, je me nourris autrement. Très important, c'est une histoire de balance en fait.
Et c'est pas le stress qui crée l'infertilité. C'est la plupart du temps un sujet d'infertilité, comme tu l'as abordé au tout début, qui crée cette situation, enfin, Mmh. cette tension dans le corps et cet état de stress qui n'arrive pas à redescendre, qui est un peu Mmh. permanent. Et c'est ça qu'on veut accompagner aussi, tout simplement. C'est pour ça que moi, je dirais comment mieux vivre. Oui. Mieux vivre son stress, et pourquoi pas peut-être, s'en débarrasser complètement. Mais, voilà, encore une fois, quitter la logique de résultat, c'est très, très Donc comment quitter? Penser à des plaisirs c'est ça. pour Penser trouver à des des moments plaisirs, qui font du bien. s'accorder des moments, effectivement de parenthèse, on lâche le plus possible, ces sujets-là. Par exemple, j'évoquais le fameux couple qui parlait des restos et c'était dans les autres consignes qui s'étaient données, c'était il y a des temps où on ne parle pas de ça. On n'en parle pas, pas dans un mode tabou, mais c'est juste, on n'en parle pas parce qu'ils s'étaient rendus compte que c'était dès le matin, au réveil, il fallait prendre les compléments alimentaires. Donc forcément, bon, bah, on est dedans. Après, on vérifie machin, puis on check ses mails, et puis il y a les rendez-vous, et puis il y a l'attente des résultats d'analyse qui viennent pas. Et puis en fait, finalement, toutes les journées étaient rythmées par Mmh. le sujet de la conception de l'infertilité, ou par le parcours ou par le Mmh. parcours PMA. Et du coup, c'était intéressant d'entendre leurs témoignages qui disaient non, mais il y avait des moments. Et le premier soir où ils ont fait ça, mais du coup, pendant 10 minutes, il ne s'est rien passé. Parce qu'ils n'avaient même plus des sujets en tête qui leur venaient de conversation en dehors de ça. C'est intéressant. Ils ont toujours un travail, des amis, une vie. Et dans les autres facteurs aussi, parce que je ne l'ai pas trop évoqué, c'est important. Parce que tu as parlé de la petite phrase lâche, pars en vacances, ça va marcher, machin, on la connaît. C'est aussi bien poser les limites par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Et n'ayez pas peur de dire, c'est OK de dire à quelqu'un, tu sais, là, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de parler de ça. Ça, voilà, je vais pas, mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie que ce soit un sujet. À l'inverse, tu vois, aujourd'hui, j'ai besoin que ça soit un sujet et j'ai besoin juste de t'en parler. J'ai pas besoin d'un avis. Tu vois, des petites choses comme ça aussi. Après, ça dépend le degré de voilà, d'intimité que vous avez avec la personne, mais se sentir aussi dans la possibilité de poser ses limites, c'est important. C'est important ce que tu dis parce que ça me fait penser à un truc qui m'est arrivé aussi. C'était mon beau-père qui était, très content bien évidemment dans notre enfin, de l'idée de devenir un jour, grand-père et il était très impliqué, il était très enthousiaste et effectivement, il posait beaucoup de questions et il donnait beaucoup de conseils. Un jour, juste la phrase, qu'on lui a dit, «En fait, si on t'en parle, parfois, on n'a pas besoin de tes conseils, on a juste besoin de te parler». Mmh. Que tu écoutes, mais pas forcément que tu donnes ton avis Ouais. et très souvent, les gens, ils le prennent mal, mais après réflexion, tu comprends que, en fait, ce que je te demande, c'est de me faire du bien aussi et ce qui me fait du bien, je suis en train de t'exprimer. C'est ne Ouais, pas donner ton avis, tout simplement. Mais exact. Ouais. écoute-moi, partage ce que je suis en train de vivre, mais en silence. Ah oui? Et ensuite, c'était quand même très bien compris et entendu, tu vois? Ouais. Mais au début, c'était un peu pris de manière, «Ah bah, vous voulez pas qu'on bah, en fait, tu nous exclus un peu du projet alors qu'on est en train de t'aider». Bien, en fait, non, c'est pas ça dont je te parle de mon ressenti par rapport à ce que tu dis, Ouais, tu vois? complètement. Et c'est je t'exclus absolument pas du projet, je Mmh. t'exclus de ce moment où tu me donnes tes conseils dont j'ai pas Mmh. besoin. Oui, oui, tu m'apportes la solution. Mais ça renvoie, bon, après on partira sur un autre sujet, ça renvoie souvent au fait que les proches, ils peuvent se sentir impuissants. Mais c'est OK d'être impuissant, il faut lâcher l'ego. L'important, c'est d'être à l'écoute. Je dis ça s'il y a des des personnes qui accompagnent, qui sont proches, mais et d'être dans une écoute, voilà. Et Mmh. pour revenir sur le stress, moi, je voudrais insister aussi, souvent, j'accompagne, hein, des personnes qui me donnent le stress comme, étant de leur faute. Je suis stressée, c'est de ma faute, d'être stressée. Non, 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 c'est que vu ce que tu as traversé, c'est normal. Ton corps réagit normalement, puisqu'en fait, c'est pas normal d'être dans cette situation-là. Donc déjà ça, c'est important. Le stress, c'est pas de ta faute. Par contre, tu peux agir sur ta santé mentale et ton stress. Point. Vous voyez? J'ai pas rajouté un truc après, hein, juste ça. C'est important. OK, qu'est-ce que tu dis à la personne qui dit: «Bah, de toute façon, j'ai déjà tout essayé, ça marche pas»?
J'ai déjà fait de la sophro, de la relaxation, j'ai fait des respirations, et cetera. Ça marche pas. Je sais pas quoi faire. Il y a forcément après des cas particuliers. En hypnose, on dit qu'il y a 10% de personnes qui sont résistantes à l'hypnose sur la population mondiale. En sophrologie, ça n'a pas été mesuré. C'est bien plus difficile de le mesurer parce que nous, on travaille avec des exercices psychocorporels, des exercices musculaires. Donc, il y a forcément un effet de relâchement sur le corps. Néanmoins, je pense que la personne qui dit ça, je l'inviterais tout simplement à refaire ce qu'il a déjà fait sans objectif de résultat, justement. Tout Pour simplement. observer, Pour observer, vraiment. d'accord. Parce que la plupart du temps, ça n'a pas marché parce que je voulais un résultat. J'ai fait de la sophrologie pour la peur des douleurs pendant l'accouchement. J'en ai fait, mais finalement, j'ai quand même eu mal à l'accouchement. Bon, voilà, là, c'est un exemple vraiment classique qu'on peut retrouver. Typiquement, là, il y avait un résultat. Nous, on apporte des solutions à un instant T, des exercices pour un résultat, et on dit ça ne m'a pas marché pour le résultat. Peut-être que l'importance du résultat elle était trop présente et qu'il n'y a pas eu de travail qui a été fait sur le corps vraiment intérieur pour qu'il y ait un déclic de changement qui se mette en place. Là, c'est un peu la même chose. Retravaille les exercices, refais les exercices sans objectif de résultat. Juste observe ce qui se passe en toi. Parce que ce n'est pas physiquement possible que tu ressentes simplement les mêmes choses si tu respires que avec la poitrine que si tu respires que avec le bas-ventre. C'est un truc tout simple, mais tu vas pas sentir les mêmes choses dans le corps. La respiration abdominale, elle va t'apporter de la détente. Après, apprendre à observer son corps et à voir les changements, parfois ça prend un petit peu de temps et il faut s'apprivoiser soi-même. Mais il ne faut pas lâcher. Au contraire, il faut continuer. J'ai envie d'ajouter un truc, si tu me permets. Vas-y. Très souvent, quand les gens ils disent: «J'ai déjà tout essayé, j'ai déjà tout fait», et quand ils commencent à énumérer tout ce qui a été fait, très souvent, tout ça, c'était fait en même temps. Mmh. Dans le but d'avoir du résultat. «Tiens, je fais Ouais, ça, ah merde, ça marche pas. ouais, Je fais ça, bah tiens, ça marche pas non plus. Attends, je fais ça», et en même temps. Et en ouais, fait, ils font du yoga, ils font de la sophro, ils font ouais, de respiration, ils font du truc, du machin, du bidule, et au final, ils sont fatigués. ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est parce que tu fais tout ça que ça marche pas. Beh, oui, c'est totalement vrai. Ça, c'est un phénomène, moi j'appelle ça le syndrome du bon élève aussi. Du bon élève ou de la bonne élève. C'est-à-dire, bon, là, si je fais tout ça, je me blinde de plein de trucs. Je l'ai, hein, donc je peux en parler, hein, ce syndrome-là. Bon, il y a pas de raison quand même après avoir fait tout ça, je me dis: «Bon là, c'est bon, ça va le faire, quoi». Sauf que l'intention, elle est pas toujours très claire et là, peut-être que l'intention, elle est trop dans le faire et pas assez dans l'être, dans le ressentir et peut-être faire moins mais mieux. Trop et Donc en souvent le fait, plus bien. Ouais et poser son intention et c'est comme ce que je dis, les exercices par exemple de sophrologie, moi après une séance en général, j'en envoie 3. Et je dis, vous faites les 3 et après, vous en choisissez un sur les 3 que vous répétez tous les jours. Je préfère que vous en fassiez un 5 minutes par jour plutôt que de faire les 3 comme ça, tac, 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 scolairement. Et je peux être sûre que ça marchera moins mmh, bien. Alors que la on a personne qui fait l'exercice, pardon, une fois par jour, sur le long terme, qui observe vraiment les changements, en général, ça marche à tous les coups. j'ai l'impression qu'on est dans la loi de Pareto. Tu sais, que les Mmh. 20% de ce qu'on fait a Mmh. vraiment de l'impact, et les 80% à côté, c'est très souvent pas beaucoup d'impact. Mais on le fait parce qu'on a envie de tout tester, tout essayer, et mettre toutes les chances de notre côté, justement. En Ouais, fait, la clé, c'est justement ne pas tout faire faire, et ouais, tout essayer, exactement. mais faire uniquement ces 20% qui ont un réel Et le impact faire sur ta bien et vie. le faire à fond. Mmh. Et apprendre, Exactement. moi je dis souvent, être en conscience quand on fait quelque chose. On vit dans un monde, on vit dans une société où on est tout le temps sollicité. Regardez le nombre de conversations WhatsApp dans lesquelles vous êtes, le nombre de messages que vous avez, le nombre, bon ça c'est encore un autre sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais on est très sollicité. Et c'est pareil en fait avec les idées. On a plein d'idées qui nous traversent l'esprit, de trucs qu'on pourrait faire pour
gérer son stress, par exemple. Mais même ça, on nourrit aussi le stress à travers ça. Enfin, c'est vraiment ah bah oui, j'ai vu ça, donc du coup, il faut que je le fasse. Donc attends, il faudrait que je prenne rendez-vous, mais est-ce que je serai disponible la semaine prochaine pour machin, pour truc? Bon, voilà. Alors que parfois, il faut faire juste plus petit, plus simple, plus concis, mais plus régulier. C'est là où on aura un vrai effet. Exactement. Et c'est pas parce qu'on a raté telle technique et qu'on n'a pas fait telle technique, du coup, c'est pour ça que ça marche pas. Ça aussi, c'est important. C'est important. Il y a tout le lâcher prise, c'est un exercice au long cours. Contrairement à l'image qu'on a de oh là là, il a sauté la falaise, il est tombé dans l'eau et là il lâche prise. Bon, voilà, truc qu'on retrouve dans les films notamment. Moi, j'ai vraiment une perception très différente de cela. Je pense qu'au contraire, c'est un chemin, c'est un travail mental petit à petit, tous les jours, effectivement, de un petit peu mettre à distance et ressentir en soi le lâcher prise. Pas le vouloir comme résultat d'un instant T où je me sens bien, je me sens relâchée, c'est bon. Une question un peu plus personnelle peut-être. Toi qui as un parcours PMA également, comment toi tu gères ton stress pour toi? Déjà, est-ce que tu en as? Et comment tu le gères? Alors, oui, il y en a, forcément. Déjà parce que je ne fais pas un parcours PMA seul, je fais un parcours PMA à 2. Donc, il y a moi et puis il y a mon compagnon, donc et puis notre couple. Donc, comment ça impacte notre couple aussi. Donc oui, bien sûr. Puis le stress, il est inhérent au fait qu'en plus, on est dans un parcours où on ne sait pas les prochaines étapes, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas à quelle date, on ne sait pas. Enfin, on navigue quand même un peu dans le flou, même si on a des éléments. Moi, déjà, premièrement, j'accepte les moments où je suis énervée, où je suis frustrée, où je suis en colère. Dans ce cas-là, moi, je vais me balader. Je vais me faire des balades. Je marche, c'est mon truc. Après, les gens, voilà. Moi, je marche beaucoup. J'écris aussi quand il y a des moments où je suis traversée par des choses pas cool. Donc, la marche, l'écriture, la méditation, évidemment, et la pratique du yoga, parce que moi, c'est ce que je fais et c'est ce qui me convient. Mais encore une fois, c'est pas des séances toutes faites. Les séances les premières séances que j'ai faites, ça m'allait pas. Du coup, je les ai personnalisées. Enfin, tout est une histoire aussi un peu de personnalisation, voilà. Et puis il y a des moments, je m'offre aussi le fait de couper complètement, quoi. C'est-à-dire, pendant un temps donné, je regarde pas les mails, je regarde pas qui sont en lien avec ça. Je suis plus sur mon agenda. Alors même si c'est des short périodes, j'arrive quand même à m'offrir ces temps-là de pause. Et je pense que la pratique, étant sophrologue, ayant une pratique quand même régulière, c'est ça qui m'aide forcément à pas être non plus trop dans des tunnels de stress avec des effets. Mais oui. En plus, moi, je suis très sujette au stress. J'ai fait des malaises vagos depuis que j'ai 2 ans jusqu'à mes 30 ans. Donc, oui, le stress, je connais. Moi, je tombais dans les pommes. C'était ma soupape. Voilà. Puis à un moment, j'en ai eu marre de tomber dans les pommes. Donc, je me suis dit, bon, on va faire ce qu'il faut. Et comme il n'y a pas de médicament, ouais, j'ai agi à travers la sophro. Mais j'ai agi en étant dans une logique, j'insiste encore une fois, c'est vraiment le message que je veux faire passer, où j'avais quand même quitté le truc du résultat. Je m'étais dit, ça se trouve, je fais des malaises jusqu'à la fin de ma vie, ce sera comme ça. Force de faire des malaises, on est habitué, faut juste venir un peu, quoi. Mais je dis, je vais quand même essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus, mais si ça arrive, c'est pas grave. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et je pense que c'est encore une fois le moment où j'ai lâché ce truc de vouloir absolument combattre le malaise, parce qu'en plus, c'était perçu comme un signe de faiblesse et moi, ça ne me plaisait pas du tout d'être perçue comme faible. J'ai accepté ce truc-là chez moi et que j'ai dit, bon, je vais essayer 2-3 trucs. Et là, ça s'est ouvert et depuis, j'en fais plus. Ça m'arrive de faire une fois tous les 2 ans, mais ça va, quoi. Ça ne m'embête plus comme ça pouvait m'embêter au quotidien avant. Intéressant. Voilà. Mais encore une fois, tu as ta voie, tu as trouvé comment? Oui. Oui. Et c'est marrant parce que le rapport, je pense, au lâcher prise, on l'a dit, c'est aussi beaucoup par rapport à l'ego. Donc, on a dit, on lâche le résultat et on tente des choses. Et surtout, pour le stress aussi, c'est vraiment, encore une fois, reconnaissance, acceptation. Et on va s'amuser, il faut ramener du ludique là-dedans. Parce qu'en fait, l'état de stress, ça te met... moi, j'avais l'impression que le moindre truc, je jouais ma vie. J'allais mourir tellement le stress
me prenait au corps. J'aime bien cette expression. Et ben, en ramenant de la légèreté et du ludique à travers la manière dont j'ai abordé mes exercices, notamment en relaxation dynamique, ça m'a permis justement de mettre plus facilement à distance. Ça aussi, c'est important. Parce qu'en fait, il y a de la gravité dans la façon dont on peut vivre le stress. C'est pas un truc léger et gai. C'est un truc un peu plombant. On est pris par un truc. Et moi, j'ai contré ça avec cet état d'esprit-là, cette intention-là en tout cas, de ramener de la légèreté. Ouais. Intéressant. Tu sais, là, plus on discute, plus je comprends un truc. J'ai envie de faire une analogie. Ouais. Vas-y. Donc, on a compris que le stress, c'est une conséquence qu'on cumule dans notre corps qui nous Oui. donne des signes. Ouais, exactement. Et j'ai l'impression que plus on en cumule, plus il y a des signes. Qui peuvent parfois être à retardement, mais oui, bien sûr, ouais. Et donc, j'ai envie de faire une analogie avec un évier. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, on est un évier Mmh. et on remplit de stress Bien et on sûr. remplit, on remplit, on remplit et à un moment donné, bah, ça déborde un peu, il y en a par terre, on ne Sûr, sait c'est pas tout de bouché. suite, voilà, ça Mmh. déborde. Et en fait, les exercices, les techniques pour s'en débarrasser, c'est un peu, ouvrir un peu, tu sais, le bouchon d'évier Ouais, pour que ça bien sûr. s'évacue. Ouais, C'est ça, hein? exactement. On Et vient faire une vidange, un peu. c'est Ouais. ça. Et en fait, une évacuation, ça se fait par une action. Donc Mmh. on est obligé de faire une action, d'ouvrir le bouchon et une fois qu'on a ouvert le bouchon, c'est comme quand on est allé marcher ou on Mmh. est allé faire un dessin ou on est allé faire du yoga. Si tu restes sans action, bah, il Mmh. se passe rien. Tu Exactement. continues à remplir ton évier qui va un jour déborder et bah, ça va inonder les voisins et compagnie, Ouais, pas que toi. complètement. Ouais. L'analogie est tout à fait juste. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et donc effectivement, faire ce travail au quotidien de venir, purger, éliminer petit à petit. Et j'ajouterais pour les parcours, que sont les parcours, en conception, en PMA, si vous faites ça et que vous vous autorisez à faire ça, ça n'enlève en rien votre engagement. Important ça, hein. Ça n'enlève en rien votre engagement, ça n'enlève en rien comment dire? La force du désir que vous avez et votre, oui, votre engagement dans ce que vous faites. Parce qu'il faudrait pas penser que se décaler, dire ah bah ça m'intéresse moins ou je suis moins dedans. Non, non, pas du tout. C'est Se pour décaler, tu veux dire de faire autre chose que d'y penser faire en autre fait? chose, d'aller faire Mmh. cette fameuse vidange, mais de s'autoriser. Ah, c'est pour vous permettre de mieux traverser ce que vous êtes en train de traverser. Et à aucun moment, le fait de s'octroyer ça, ce serait quelque chose préjudiciable. C'est important parce que parfois je l'entends un petit peu ça, ce fond de culpabilité. Genre, ah, je vais pas aller m'amuser parce que là, vu ce que je vis. Alors, si on n'en a pas envie, il faut pas le faire, attention. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous méritez d'être enceinte, vous méritez d'être parent. Enfin, il n'y a aucun sujet là-dessus, en fait. De vous à vous, là, je suis en train de dire. Hein, de vous avec vous-même. Là, on rentre dans des trucs un peu plus psychologiques, dans votre relation avec vous-même. Et simplement, le fait de se décaler un peu, ça, juste la respiration, ça fait du bien et ça n'enlèvera rien, encore une fois, votre investissement. Voilà, le mot, c'était investissement dans ce que vous êtes en train de faire dans votre parcours. Ça, c'est important parce que y a quand même souvent la culpabilité qui est pas très loin, quoi. Stress et culpabilité font bon ménage ensemble. Donc, j'insiste aussi là-dessus. C'est Mmh. important. Bah, écoute, c'est super cette discussion. Merci beaucoup, Marion. Si ça plaît aux gens ce type de format et que ça les aide un peu de mieux traverser ce parcours et si on peut aider encore plus, bah, qu'ils Ouais, n'hésitent pas à nous faire savoir, soit juste en likant, juste en disant non, c'est nul, ou exactement. juste en mettant un commentaire et demander s'ils ont besoin d'autres sujets qui pourraient Bien les sûr. aider. Avec Et plaisir. on sera très, 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 très content de partager. Ouais, ravie. Voilà.